Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui, je pense, nous concerne absolument tous. Comment est-ce qu'on peut naviguer sur Internet sans avoir cette drôle d'impression d'être suivi en permanence? Pour ça, on va s'appuyer sur un guide proposé par Domorex, et plus particulièrement sur un chapitre très clair de leur ouvrage Souveraineté numérique. Le chapitre s'intitule Chapitre 8, Naviguer sur Internet en réduisant le pistage. Et l'objectif, il est simple. On va essayer de comprendre ensemble comment ça marche, ce suivi, et surtout comment on peut reprendre un peu le contrôle. Mais avec des gestes simples, sans que ça devienne une usine à gaz au quotidien. Pour que ce soit très concret, ce chapitre commence avec une histoire, celle de Claire, 56 ans. C'est une situation que tout le monde a déjà vécue. Claire cherche un nouveau matelas, elle va sur Internet, normal, elle visite un ou deux sites, elle compare un peu les modèles, les prix, et puis bon, elle passe à autre chose. Mais c'est là que ça devient étrange. Dans les jours qui suivent, elle est inondée, mais vraiment inondée de pubs pour des matelas. Partout. Ah oui, le grand classique. Sur les sites d'infos, sur les réseaux sociaux, même dans les recommandations de vidéos. Et elle se pose la question qu'on se pose tous à ce moment-là. Mais comment ils savent? Comment peuvent-ils savoir ce que j'ai regardé? Et c'est la bonne question, c'est vraiment le point de départ de tout. Pour y répondre simplement, le chapitre utilise une analogie que je trouve parfaite. Ah oui? Celle du grand magasin. Imaginez, vous entrez dans un grand magasin. Et là, un employé très discret se met à vous suivre. Mais de loin, il ne vous adresse jamais la parole. D'accord. Mais il prend des notes. Il regarde les rayons où vous allez, il note le temps que vous passez devant un produit, ce que vous touchez, il mémorise tout. Sur Internet, ce vendeur silencieux, eh bien c'est ça, le pistage. Je vois. Donc pour Claire, ce n'est pas le site de matelas lui-même qui la suit, mais plutôt ses vendeurs discrets. Ils ont noté son intérêt pour le rayon literie et après, ils la reconnaissent dans d'autres magasins du web. C'est exactement ça. Et techniquement, ces vendeurs, ce sont les fameux cookies et trackers. On entend ces mots partout, alors autant clarifier. Oui, c'est tout près. Un cookie, c'est juste un petit fichier texte. À la base, son rôle est même plutôt utile. Il permet à un site de se souvenir de vous. C'est grâce à lui, par exemple, que votre panier d'achat est toujours là quand vous revenez. Ah d'accord, ou que le site se souvient que je préfère la version française. Voilà, c'est une sorte de pense-bête, mais pour un seul et même magasin. D'accord, donc le cookie, c'est le vendeur du magasin qui me reconnaît et me dit «Bonjour, je vous remets votre panier». C'est un service en fait. Où est-ce que ça se complique alors? Ça se complique avec les trackers. Eux, ils sont souvent liés aux cookies, mais le rôle est différent. Le tracker, lui, n'est pas fidèle à un seul magasin. C'est un observateur qui a des laissez-passer pour des milliers de sites différents. Ah oui, quand même. Donc, quand vous quittez le site de matelas pour aller lire les infos, le tracker, lui, fait le lien. Il note, cette personne s'intéresse au matelas, mais aussi elle aime les articles sur le jardinage et elle regarde des vidéos de cuisine. Et il se construit un profil en fait. Un profil très détaillé de vos centres d'intérêt, de vos habitudes, un véritable double numérique, sans même connaître votre nom. C'est assez fou. Et ce qui est plus lublant, c'est que tout ça se passe même si on ne donne aucune information. Claire n'a pas créé de compte, rien. Précisément, c'est le point crucial à retenir. Notre simple navigation, nos clics, le temps passé sur une page, tout ça, ce sont des données. Bon, le constat est un peu glaçant. Mais l'idée, c'est de trouver des solutions, pas de faire peur. Le chapitre insiste beaucoup sur notre outil principal, le navigateur. C'est par là que tout commence. Oui, le navigateur, c'est notre voiture pour aller sur Internet. Et toutes les voitures ne se valent pas en matière de discrétion. On peut comparer les plus courantes. D'abord, il y a Chrome. Celui de Google. Voilà. C'est la voiture la plus répandue. Elle est rapide, confortable, elle marche partout. Sauf que elle est conçue par une entreprise dont le métier, c'est la publicité. Donc par défaut, elle a tendance à beaucoup raconter notre trajet. C'est une bonne image, oui. Elle a les vitres très transparentes. D'accord. Et les alternatives? À côté, on a Firefox. C'est une voiture conçue par une fondation à but non lucratif, Mozilla, dont la mission est justement de protéger la vie privée. Il offre un excellent équilibre. Il est simple, compatible, mais ses réglages de base sont déjà beaucoup plus protecteurs. C'est un très bon choix pour commencer. Et pour ceux qui voudraient aller encore un peu plus loin, le chapitre parle de Brave. Exactement. Brave, ce serait la voiture avec les vitres teintées et le brouilleur de radar déjà intégré. Ah oui, carrément. Il bloque les pubs et les trackers de manière très agressive par défaut. On l'installe et hop, il fait le travail tout seul. C'est une solution clé en main. Ce qui est rassurant, c'est qu'on n'est pas obligé de passer d'une voiture familiale à un tank.
Juste changer de modèle de Chrome à Firefox, c'est déjà un pas énorme. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué? Je pense aux gens qui ont tous leurs favoris, leurs mots de passe. C'est une excellente question, et la réponse aujourd'hui est non. Ce n'est plus du tout compliqué. Quand on installe un nouveau navigateur comme Firefox, la toute première chose qu'il propose, c'est d'importer automatiquement les favoris, l'historique, les mots de passe. Ah bon? Oui, l'opération prend littéralement 2 clics. On retrouve son environnement habituel presque instantanément. D'accord, donc on a une meilleure voiture. Mais on peut encore améliorer les choses avec ce qu'on appelle les extensions. Par contre, le chapitre met en garde contre la tentation d'en installer des dizaines. Pourquoi? Parce que c'est une fausse bonne idée. On croit se blinder, mais en réalité, on finit souvent par ralentir son navigateur, créer des conflits. Voire installer des extensions qui ne sont pas si vertueuses qu'elles le prétendent. Exactement. Le principe recommandé ici est très simple. Mieux vaut une seule extension très efficace et bien comprise que 5 ou 6 dont on ne maîtrise pas l'utilité. Et cette extension miracle, c'est laquelle? Elle s'appelle uBlock Origin. Son rôle est très simple. C'est un bloqueur. Il bloque l'affichage de la plupart des publicités, mais surtout, il empêche la majorité des trackers de se charger. Il coupe la communication avec les vendeurs discrets, en fait. C'est ça. Avant même qu'ils puissent commencer à vous suivre. Et son plus grand avantage, c'est qu'on l'installe et on l'oublie. Elle travaille en silence, sans réglage. Simple et efficace, que 5 extensions mal comprises. C'est noté. Alors, on a sécurisé notre véhicule, mais on continue de dire à voix haute où on veut aller. Je pense au moteur de recherche, le GPS à qui on confie tout. Absolument. C'est le 3e pilier. Utiliser Google, c'est incroyablement performant, on ne peut pas le nier, mais c'est aussi de confier l'intégralité de nos questions, nos curiosités, nos doutes à une entreprise qui va s'en servir pour affiner notre profil publicitaire. Et là aussi, il y a des alternatives simples. Oui, et le chapitre en recommande 2 principales. La première, c'est DuckDuckGo. DuckDuckGo. Sa promesse est radicale. Il n'enregistre rien de vos recherches. C'est un GPS qui oublie instantanément l'adresse que vous venez de lui donner. Et la deuxième? La deuxième, c'est StartPage. Son approche est un peu différente et très maligne. Elle va poser votre question à Google pour avoir ses excellents résultats, mais elle le fait de manière anonyme. Elle agit comme un paravent. Ah, intéressant. On a la puissance de Google, mais sans que Google sache que c'est nous. Voilà. Et changer son moteur de recherche par défaut, ça prend 10 secondes dans les réglages du navigateur. L'impact est immédiat. Bien, on a notre trio gagnant pour tous les jours. Bon navigateur, une seule extension, moteur de recherche discret. Mais il y a des situations particulières. Le chapitre aborde le cas du Wi-Fi public. Dans un café, une gare, c'est pratique, mais il faut être plus prudent, apparemment. Oui, beaucoup plus prudent. Le Wi-Fi de la maison, c'est un environnement maîtrisé. Un Wi-Fi public, c'est une place publique. On partage la connexion avec des inconnus. Des dizaines, parfois des centaines. Le risque principal, c'est que quelqu'un de mal intentionné sur le même réseau puisse écouter ce qui s'y passe. Il y a aussi le risque des faux réseaux. Un pirate peut créer un réseau qui s'appelle Wi-Fi gratuit gare, juste à côté du vrai, en espérant qu'on se connecte au mauvais. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'il peut voir concrètement? Mes mots de passe? Dans le pire des cas, oui. Si la connexion au site n'est pas chiffrée, ce qui est indiqué par le petit cadenas, alors tout ce que vous envoyez est en clair. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des choses à ne jamais faire. Jamais. Le chapitre est très clair là-dessus. On ne consulte pas son compte en banque, on ne fait pas de paiement, on ne se connecte pas à sa boîte mail principale. Celle qui reçoit les codes de sécurité. Exactement. Ni aux services administratifs sensibles. Ce sont des opérations trop critiques. Alors, quels sont les bons réflexes à avoir? Le premier, le plus simple, le plus sûr, pour tout ce qui est important, on utilise sa connexion de données mobiles. La 4G ou la 5G de son téléphone. C'est un tunnel privé? C'est ça. Ensuite, une bonne habitude à prendre, c'est de désactiver la connexion automatique au réseau Wi-Fi sur nos appareils. C'est nous qui décidons de nous connecter. Et faire un peu de ménage, j'imagine? Oui, supprimer de temps en temps les anciens réseaux Wi-Fi, des hôtels, des aéroports, qu'on ne réutilisera plus. Forcément, quand on parle de Wi-Fi public, le mot VPN arrive très vite. Beaucoup le voient comme la solution miracle. Oui, et le chapitre nuance un peu ce point, et c'est important. Un VPN, c'est un outil puissant. Imaginez que votre adresse IP, c'est l'adresse de votre domicile sur Internet. Un VPN, c'est comme si vous postiez votre courrier depuis une boîte aux lettres dans une autre ville. Ça masque notre véritable adresse.
Ça la masque. Et en plus, ça met le courrier dans une enveloppe blindée indéchiffrable. Donc c'est très efficace, surtout sur un Wi-Fi public. Mais ce n'est pas une cape d'invisibilité, si je comprends bien. Exactement. Le VPN ne vous rend pas anonyme. Si vous utilisez un VPN et que vous vous connectez à votre compte Google, eh ben Google sait parfaitement que c'est vous. D'accord. Il protège le tuyau, mais il ne change pas qui vous êtes à destination. Il ne remplace pas les bonnes pratiques. Et le chapitre met aussi en garde contre les VPN gratuits. Pourquoi? C'est une règle d'or sur Internet. Si c'est gratuit, c'est souvent que le produit, c'est nous. Hmm. Faire fonctionner un service VPN, ça coûte cher. Ceux qui le proposent gratuitement doivent bien se financer. Et souvent, c'est en vendant les données de navigation de leurs utilisateurs. C'est le comble. On pense se protéger du pistage et on utilise un outil qui est lui-même un tracker. C'est un peu ça, oui. C'est très clair. Alors, si on revient à notre point de départ, à Claire et à son invasion de matelas, si on rejoue la scène avec ses conseils, qu'est-ce qui change? Ah, mais tout change. Scénario 2. Claire a installé Firefox. Dans Firefox, elle a ajouté uBlock Origin. Pour sa recherche, elle a utilisé DuckDuckGo. Elle tape meilleur matelas qualité-prix, elle visite les deux mêmes sites, mais cette fois, uBlock Origin a bloqué la plupart des trackers. Les vendeurs discrets n'ont même pas pu entrer dans le magasin. Et comme sa recherche a été faite sur DuckDuckGo, Il n'en reste aucune trace, le résultat inexistant. Les jours suivants, sa navigation est normale, pas de pub de matelas, ou alors de manière très anecdotique, pas ciblée. le but n'est donc pas de vivre dans un Internet sans aucune publicité, mais de mettre fin à ce profilage incessant. Précisément, c'est de casser le lien entre ce qu'on fait et ce qu'on nous montre. Reprendre le contrôle sur ce fameux double numérique. Pour finir, si on devait résumer tout ça en un plan d'action très concret pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait commencer maintenant. Le plan d'action de ce chapitre, il tient en 3 lignes. Et il est d'une efficacité redoutable. 1. Installer un navigateur plus respectueux, comme Firefox. D'accord? 2. Y ajouter l'unique et excellente extension uBlock Origin. Une seule, on a dit. Une seule. Et 3, ils ont changé. Changer son moteur de recherche par défaut pour DuckDuckGo ou StartPage. Et avec juste ces 3 changements, ça change déjà vraiment la donne. Ça change radicalement la donne. Le message final de ce chapitre est très encourageant, je trouve. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre techniquement, ni de tout révolutionner. C'est quelques ajustements, ça prend moins de 5 minutes à faire. Et ça suffit pour réduire massivement le pistage. C'est un premier pas immense, accessible à toutes et à tous, et qui fait une vraie différence au quotidien. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors voilà, si jamais ce chapitre vous a été utile, sachez que vous trouverez des ressources complémentaires directement sur le site web de Domorex. Pour ça, rendez-vous sur domorex.com. D'ailleurs, le lien est indiqué juste en dessous, dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode et passez une excellente journée.